Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Kalman-Levy, présentent Des amis haut placés de Donna Leon, interprété par Renaud Bertin. Lorsque retentit la sonnette, Brunetti était allongé sur le canapé du séjour, un livre ouvert sur l'estomac. Il était seul dans l'appartement, et savait donc qu'il devait aller répondre. Mais avant, il aurait bien aimé finir le dernier paragraphe du 8e chapitre de l'Anabase et apprendre quel nouveau désastre allait frapper les Grecs pendant leur retraite. La sonnette retentit une deuxième fois, à petits coups pressés. Il posa le livre à l'envers et enleva ses lunettes qu'il laissa sur la coudoir. Puis il se leva et se dirigea d'un pas tranquille vers l'entrée, sans tenir compte de l'insistance de la sonnette. Il n'était pas de service à la questure, on était samedi matin, il avait l'appartement pour lui tout seul, Paola était allée chercher des crabes au marché du Rialto, et il fallait qu'on le dérange. Sans doute un des amis des enfants, se dit-il, venu chercher Chiara ou Raffi, ou pis encore, un de ces colporteurs de vérités religieuses qui se font une joie de troubler le repos du travailleur. Il ne demandait rien de plus à la vie ce matin que de rester allongé à lire Xénophon en attendant que sa femme revienne chargée de ses crabes à carapace molle. « Oui ?» dit-il dans l'interphone d'un ton peu amène, destiné à décourager les gamins désœuvrés ou à refroidir le zèle des prosélytes de tous âges. « Guido Brunetti ?» demanda une voix masculine. « Oui, qu'est-ce que c'est ? » ?»« Je viens de la part du bureau du cadastre, à propos de votre appartement. » Comme Brunetti ne répondait pas, l'homme reprit. « Vous n'avez pas reçu notre lettre ?» Du coup, le policier se souvint qu'il avait en effet reçu un document officiel bardé de jargon bureaucratique environ 1 mois auparavant concernant son titre de propriété ou bien le permis de construire de l'immeuble rattaché à ce titre, il ne se rappelait pas très bien. Il n'avait fait qu'y jeter un coup d'œil, pris d'un syndrome de rejet devant les formules absconses, avant de le remettre dans son enveloppe et de l'abandonner sur le plateau en majolique sur la table de l'entrée. « Vous n'avez pas eu notre lettre ?»« Ah, si, » répondit Brunetti. « Je suis venu pour vous en parler. »« Me parler de quoi ?» demanda Brunetti, qui, coinçant le combiné sur son épaule, se pencha et tendit la main vers les lettres et les papiers empilés sur le plateau. « De votre appartement, des questions que nous soulevions dans notre lettre. »« Bien sûr, dit Brunetti tout en parcourant la pile. « J'aimerais vous en parler, si c'était possible. » Pris au dépourvu par la requête, le policier accepta à contre-cœur et appuya sur le bouton qui commandait l'entrée du rez-de-chaussée, 4 étages plus bas. « Dernier étage. Je sais, » répondit l'homme. Brunetti reposa le combiné et retira les documents placés au bas de la pile. Une facture d'électricité, une carte postale des Maldives qu'il n'avait jamais vue et qu'il prit le temps de lire, et la fameuse enveloppe avec le nom de l'organisme en bleu au coin gauche supérieur. Il retira la lettre, la déplia et la tint à bout de bras pour en distinguer les caractères, la parcourant rapidement. Ce qu'il lisait était toujours aussi impénétrable. Conformément au numéro de statut 1684B de la Commission des Beaux-Arts, en référence à la section 2784 de l'article 127 du Code civil du 24 juin 1948, sous-section 3, paragraphe 5, non-présentation des documents requis au service concerné, valeur calculée au prorata du sous-paragraphe 34V28 du décret du 21 mars 1947, Arrivé au bas de la première page, il passa à la deuxième, ne trouvant toujours que du jargon administratif et des chiffres. Sa longue expérience de la bureaucratie vénitienne lui fit soupçonner que quelque chose se cachait peut-être dans le dernier paragraphe, et il s'y rendit directement. Et, en effet, il vit qu'il aurait dû s'attendre à avoir d'autres nouvelles du service du cadastre. Il retourna donc à la première page, mais ce qui se cachait sous la terminologie employée continuait à lui échapper. D'où il était, Brunetti entendait les pas de son visiteur montant la dernière volée de marche, et il ouvrit sans attendre.
L'homme qui posait le pied sur le palier levait déjà la main pour frapper, si bien que la première chose que remarqua le policier fut le contraste saisissant entre ce poing levé et le personnage effacé qui le brandissait. Surpris par l'ouverture soudaine de la porte, le jeune homme resta bouche bée, l'air stupide. Il avait le visage long et le nez fin en bec d'aigle si courant chez les Vénitiens, des yeux très sombres et des cheveux bruns qui paraissaient avoir été coupés récemment. Il portait un costume qui hésitait entre le bleu et le gris et une cravate d'une couleur indéterminée ornée d'un motif aussi minuscule qu'indistinct. Le porte-document en cuir brun qu'il tenait à la main complétait le tableau, un parfait bureaucrate, comme Brunetti en avait vu des dizaines, à croire qu'une partie de leur formation consistait à leur apprendre à se rendre invisibles. « Franco Rossi », dit-il, faisant passer le porte-document dans sa main gauche pour tendre la droite. Brunetti lui serra brièvement la main et recula pour le laisser passer. Rossi marmonna poliment le permesso rituel et entra, s'arrêtant aussitôt dans l'entrée en attendant qu'on lui dise où se rendre. « Par ici, s'il vous plaît », dit Brunetti en le précédant vers la pièce où il lisait avant d'être dérangé. Il se dirigea vers le canapé, glissa le vieux ticket de Vaporetto qui lui servait de marque-page dans le livre et posa celui-ci sur la table. Puis il s'assit, faisant signe à Rossi de s'installer sur le fauteuil en face de lui. Le fonctionnaire obtempéra, restant bien droit sur le bord du siège, et mit le porte-document sur ses genoux. « Je suis tout à fait conscient que nous sommes samedi, dit-il, et j'essaierai de ne pas trop faire durer les choses. Vous avez bien reçu notre lettre, n'est-ce pas ?» ajouta-t-il avec un sourire, tout en regardant autour de lui. « J'espère que vous avez eu le temps de l'étudier, signore. » Il eut encore un petit sourire, puis baissa la tête et ouvrit son porte-document dont il retira un épais classeur bleu. Il le centra soigneusement sur le porte-document refermé, allant jusqu'à remettre en place une feuille dessous qui tentait une timide escapade. « Justement, » répondit Brunetti, sortant la lettre en question de la poche où il l'avait fourrée, « je viens de la relire à l'instant et je dois dire que je trouve son contenu plutôt impénétrable. » Rossi releva la tête, son visage arborait une expression de surprise sincère. « Vraiment ? Je croyais que c'était très clair. » « Je suis sûr, » répondit Brunetti avec un sourire détendu, « que c'est le cas pour ceux d'entre vous qui traitent quotidiennement de ces questions, mais pour nous, pauvres mortels, qui sommes ignorants du jargon et de la terminologie de votre service, c'est un peu difficile à comprendre. » Comme Rossi ne disait rien, il ajouta. « Je suppose que nous connaissons le langage de notre propre bureaucratie, et que ce n'est peut-être que lorsque nous passons à celui d'une autre que nous avons du mal. » Il sourit de nouveau. « Et quelle est la bureaucratie qui vous est familière ?» voulut savoir le fonctionnaire. Brunetti n'aimait pas claironner sur les toits qu'il était policier. « J'ai étudié le droit. »« Je vois, je n'aurais pas cru que votre terminologie soit si différente de la nôtre. C'est peut-être ma méconnaissance des articles du Code civil auxquels votre lettre fait allusion, » observa Brunetti d'un ton suave. Rossi réfléchit quelques instants avant de répondre. « Oui, c'est tout à fait possible. Et qu'est-ce que vous n'avez pas saisi exactement ?»« Ce que cette lettre signifie, » répondit Brunetti sans davantage tourner autour du pot. Il ne voulait plus jouer à faire semblant d'avoir compris. Rossi afficha une fois de plus son air étonné avec tant de candeur qu'il avait presque l'air d'un petit garçon. « Je vous demande pardon ?» Ce qu'elle signifie, je l'ai lu, mais n'ayant aucune idée, comme je vous l'ai dit, des règles, codes et décrets auxquels elle fait allusion, je n'ai pas compris ce qu'elle signifiait, ni à quoi elle s'appliquait. « À votre appartement ?» répondit Rossi précipitamment. « Oui, ça, quand même, je l'ai compris. » Le policier commençait à s'impatienter. « Étant donné qu'elle provenait de votre service, ça me paraissait logique. Ce que je ne comprends pas, c'est l'intérêt que porte le bureau du cadastre à mon appartement. » Il aurait pu ajouter qu'il ne comprenait pas non plus pourquoi un employé de ce bureau choisissait un samedi pour lui rendre visite. Rossi regarda le dossier calé sur ses genoux, puis releva les yeux. Brunetti remarqua alors que l'homme avait de très longs cils, presque féminins. « Je vois », acquiesça le fonctionnaire en replongeant dans son dossier. Il l'ouvrit et en retira une chemise plus petite, vérifia l'étiquette et la tendit à Brunetti. « Cela vous aidera peut-être. »
Avant de replier le dossier, il réaligna soigneusement les différents feuillets. Brunetti ouvrit la chemise et en retira les papiers. Arrêté par la typographie serrée, il se pencha pour prendre ses lunettes. Sur la première page figurait l'adresse de l'immeuble et les plans des appartements situés en dessous du sien. La page suivante donnait la liste des propriétaires successifs de ces différents volumes, en commençant par les entrepôts du rez-de-chaussée. Les 2 pages suivantes contenaient des résumés de tous les travaux de restauration effectués dans les appartements de l'immeuble depuis 1947, précisaient les dates auxquelles avaient été demandées et accordées des dérogations ou des autorisations, les dates de début et de fin des travaux, leur approbation. Il n'était fait aucune mention de l'appartement de Brunetti, ce qui laissait à penser que ces informations devaient se trouver dans le reste des documents apportés par Rossi. D'après ce qu'il comprenait, l'appartement situé directement en dessous du sien avait été restauré pour la dernière fois en 1977, date à laquelle les actuels propriétaires s'y étaient installés. Du moins officiellement. Guido et Paola Brunetti avaient plusieurs fois partagé la table des Calista et pu jouir d'une vue parfaitement dégagée depuis les baies vitrées du séjour, alors que les fenêtres portées sur le plan paraissaient minuscules et n'être que 4 au lieu de 6. De plus, les toilettes des invités donnant sur le vestibule des Calista n'apparaissaient nulle part. Il se demanda comment une chose pareille était possible, mais ce n'était certainement pas à Rossi qu'il irait poser la question. Moins le bureau du cadastre en saurait sur les diverses modifications intervenues dans l'édifice, mieux cela vaudrait pour l'ensemble des occupants des lieux.